Bien, alors aujourd'hui on continue notre voyage dans les philosophies d'ailleurs. Bon, on va faire un assez grand saut du Mexique au Japon. On reviendra sur le continent américain la semaine prochaine pour les Indiens d'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, on va essayer d'approcher cette pensée, cette mentalité qui est pour nous quand même assez mystérieuse, assez incompréhensible, qui est la pensée japonaise, du Japon d'hier et d'aujourd'hui, puisque, comme on va le voir, il y a beaucoup de paradoxes dans cette pensée japonaise, mais il y a quand même ce qui est frappant, une grande continuité entre le Japon d'il y a plusieurs siècles, voire millénaires, et le Japon d'aujourd'hui. Alors, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais simplement vous dire quelques petits haïkus pour se préparer à ce mystère et à ces paradoxes de la pensée japonaise. Vous savez, les haïkus, c'est des tout petits poèmes de 2-3 vers, en général très inspirés par la nature. Haïku, ça s'écrit H-A-I-K-U, haïku. Et vous avez un magnifique recueil de haïkus qui nous plonge un peu dans cette subtilité éphémère de la pensée japonaise. C'est pas ça qu'il faut étudier pendant un an? Non. Non. Ça, c'est les koans. J'y reviendrai. Haïku, c'est de la poésie. Un vieil étang, une grenouille saute, des sons d'eau. 3 vers. Rien ne dit dans le chant de la cigale qu'elle est près de sa fin. Je dis celui-là parce que cigale. Que n'ai-je un pinceau qui puisse peindre les fleurs du prunier avec leur parfum? Le voleur m'a tout emporté, sauf la lune qui était à ma fenêtre. La lune est souvent présente dans les haïkus. Alors, pourquoi avoir choisi cette pensée japonaise à étudier, en tout cas à commencer à approcher? Parce que, en tant qu'occidental, c'est une pensée qu'il n'est pas facile de comprendre. Ce fameux pays du soleil levant, cet empire du soleil levant, nous est quand même en grande partie assez inaccessible et mystérieux. C'est un pays qui est resté très longtemps féodal, un pays à tradition guerrière, qui a toujours été un petit peu isolé, qui est toujours demeuré indépendant quand même, pratiquement. Et il va s'ouvrir au monde, ce Japon, surtout à partir de ce qu'on appelle l'ère Meiji, qui est une ère à la fois politique, sociale et économique, à partir de 1868, vous voyez, c'est quand même très récent. Cette ère Meiji qui va lui imposer une sorte de modernisation à marche forcée et qui va conduire le Japon à la ruine en fait en 1945 à cause de ce nationalisme exacerbé qu'il va développer avec toute une évolution impérialiste et militariste qui va le plonger dans beaucoup d'affres et les conflits, notamment avec les alliés occidentaux et la Chine. Donc un pays ruiné en 1945, bon, vous connaissez l'histoire, Hiroshima, Nagasaki, etc. Et en quelques dizaines d'années, il est devenu une superpuissance économique. Et il n'en demeure pas moins un pays où un certain nombre de traditions demeurent. C'est ça aussi qui fait le paradoxe aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera dans 20, 30 ans, un siècle, mais enfin pour l'instant, il y a une sorte quand même de pérennité d'un certain nombre de traditions qui choquent, qui se confrontent avec une modernité vraiment extrême. Alors, quelques clichés
hein, quelques clichés et quelques images courantes qu'on a du Japon et japonais. Et puis on essaiera aujourd'hui d'aller au-delà hein, des clichés et des images. Mais je les rappelle, ce n'est pas du tout exhaustif, mais voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que ces images et ces clichés aussi nous disent. Parce que même si c'est des masques et des clichés, ils nous disent quand même aussi quelque chose de la pensée. Alors, un visage de porcelaine, lisse, impénétrable, d'une japonaise en kimono ou d'un acteur ou actrice de théâtre no, le fameux théâtre japonais. Un samouraï avec son sabre que nous ont fait connaître entre autres les superbes films de Kurosawa. Un certain nombre d'arts traditionnels, la cérémonie du thé, l'art floral, le fameux ikebana, et bien sûr toute la tradition des arts martiaux. Judo, aikido, kyudo, ce qu'on va appeler le budo, que je vous expliquerai tout à l'heure. Le kamikaze, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce nationaliste militariste et ces kamikazes, c'est-à-dire les vents des kamis, qui donc font exploser avec leurs avions dans ce sacrifice ultime pour la terre sacrée du Japon, pour leur patrie. Le moine zen, bien sûr, le mot zen est très à la mode aujourd'hui. Le moine zen qui médite en position zazen, position de méditation assise, ou qui médite justement sur un koan, c'est-à-dire une parole, une phrase, une énigme qu'il est impossible de déchiffrer à l'aide de la seule raison. Donc, méditation, concentration zen. L'homme d'affaires en costume occidental, énigmatique et serein, qui va apporter à tout l'Occident une technologie d'avant-garde. Les vagues de touristes qui courent un petit peu dans les musées en prenant plein de photos quand c'est possible dans les musées. C'est aussi un cliché que nous pouvons avoir du japonais. Et un pays encore féodal, il y a à peine un siècle, et qui est aujourd'hui à la pointe de la technologie et de l'économie mondiale. Donc derrière toutes ces images, il y en aurait bien d'autres, la geisha, plein d'autres clichés. Il y a quelque chose de très profond, bien sûr, comme dans tout pays, comme dans tout peuple, comme dans toute tradition, et c'est ça qu'on va essayer d'approcher. Alors, on va voir un certain nombre de concepts qui me semblent importants pour approcher cette mentalité, et puis on verra quelques expressions concrètes, ce qui est très important pour le Japon, de ces concepts. Alors le premier concept que je retiens, c'est celui de continuité. Continuité, puisque ça me semble être un des premiers mots qui caractérise cette pensée japonaise. Puisque le Japon primitif, le Japon archaïque, on va dire, le Japon féodal, le Japon moderne sont bien sûr extrêmement dissemblables. Et en même temps, il y a des liens profonds qui unissent ces différents Japons. Donc une grande continuité, un grand souffle qui se perd un petit peu à l'origine des temps et qui semble faire de ces îles une terre vraiment de continuité et de tradition. Le Japon, alors, comment s'exprime cette continuité? De multiples manières, je vous donne simplement quelques exemples. Il présente cette caractéristique unique d'être le seul pays au monde où l'empereur régnant, l'empereur actuel, appartient à une seule et même dynastie depuis le début des empereurs, c'est-à-dire plus de 2000 ans. Une seule et même dynastie. C'est unique au monde. Puisque cette dynastie
Elle remonte jusqu'aux environs de 2000 ans avant notre ère, vous voyez même plus de 3000 ans, 4000 ans en fait, d'une seule et unique dynastie. Et même au-delà de 2000 ans avant notre ère, elle se perd ensuite dans la mythologie japonaise, notamment avec ce couple de dieux qu'on appelle Izanagi et Izanami, qui sont les créateurs, qui est le couple primordial, les créateurs de tout ce qui existe. Les cieux, la terre, les hommes. Et elle remonte aussi, cette dynastie impériale, à cette grande divinité, qui est peut-être la plus importante du Japon encore aujourd'hui, qui est la déesse Amaterasu. Amaterasu, je ne vais pas indiquer. La déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil, puisqu'au Japon, le soleil, c'est une divinité féminine. Amaterasu, donc la plus grande divinité, on peut dire, du panthéon japonais traditionnel, le panthéon Shinto. Cet empire a toujours été aussi, et cet empereur, l'expression d'une théocratie, c'est-à-dire pouvoir temporel et pouvoir spirituel, puisque l'empereur est un descendant direct des dieux, il remonte au couple primordial, à Amaterasu, et c'est le premier prêtre Shinto du Japon. Donc il a le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est lui qui va offrir, encore aujourd'hui, les prémices de la récolte de riz à la déesse du soleil, Amaterasu. Et dans le symbole du Japon, c'est ce disque rouge, ce disque solaire qui est un drapeau national. Donc, cette offrande des prémices de la récolte de riz se fait dans le plus grand secret, dans 2 petits temples construits expressément pour cela, dans les jardins du palais impérial, et c'est là, durant ce rite, que l'empereur va attirer sur le Japon la bénédiction de toutes les entités divines qui existent dans l'univers, dans la nature, qu'on appelle les kami. Kami, K-A-M-I, c'est un mot hyper important dans la philosophie et la religion du Japon. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un kami. Donc, cette filiation directe de l'empereur à la déesse du soleil, donc au couple primordial et à la déesse Amaterasu, a certainement été un exemple, ou est à l'origine de toutes les filiations qui existent dans les autres domaines religieux, mais aussi artistiques, dans le domaine guerrier aussi, puisque c'est cette filiation, cette transmission, cette tradition qui se perpétue, qui va animer énormément de domaines d'expression de la vie japonaise. Donc la pratique de transmission très ancienne est encore aujourd'hui enveloppée d'un certain secret, et il n'est qu'à évoquer encore aujourd'hui, j'insiste, le secret, le mystère qui entoure l'empereur et son entourage direct. Bon, ça c'est dans la politique et dans la religion qui sont donc imbriquées l'une à l'autre. Il y a aussi une grande continuité dans un autre domaine qui est celui de la littérature, puisque les experts de littérature japonaise nous disent qu'entre les auteurs du Xe siècle et ceux d'aujourd'hui, eh bien, il y a une grande continuité complètement différente de ce qu'on peut avoir avec la littérature occidentale. Aucune autre littérature n'affiche une telle continuité, surtout une telle proximité de sensibilité au cours des siècles. C'est comme si c'était les mêmes thèmes récurrents qui reviennent, évidemment traités un petit peu différemment, mais il y a une unité, une continuité de sensibilité. Et cette sensibilité japonaise, eh bien, elle va nous décrire toujours un monde flottant. C'est très important, un monde flottant où l'on avance entre le réel et la fiction.
C'est-à-dire, on ne sait jamais si on est dans le réel pur et dur ou la fiction, hein, le monde du rêve ou de l'imaginaire, et avec un sentiment très fort de l'éphémère. J'y reviendrai, un sentiment très fort de ce qui est impermanent, de ce qui est éphémère. Et dans cette lignée de transmission, eh bien, on se rend compte que souvent l'homme et la fonction sont inextricablement liés. Parmi d'innombrables exemples, on peut citer celui-ci, celui du grand prêtre du mont Aso. Hein, c'est le plus grand volcan du Japon, qui n'est pas le Fujiyama, et le mont Aso. Et ce grand prêtre, eh bien, il se nomme Aso. Il demeure dans la montagne Aso et il officie dans le temple Aso. Et on est prêtre dans sa famille, dans ce lieu, depuis 2000 ans. Donc, c'est un exemple où la montagne, le temple, le prêtre ne font qu'un. Ils ont tous le même nom. Une sorte d'identification qui nous est parfois très difficile hein, de comprendre, entre un lieu, un homme, une fonction. Dire que la source de l'identité japonaise ne va pas se trouver dans les mêmes lieux que notre fameuse identité nationale française ou européenne ou occidentale. Et c'est là où on commence à entrevoir la puissance et la magie de ce qui forme, hein, de ce qui façonne la mentalité japonaise, qu'on appelle le Shinto. Shinto, S-H-I-N-T-O, qui est la religion, la philosophie, la pensée la plus ancienne, hein, la plus archaïque du Japon, qui a été à un moment donné même religion d'État, et qui aujourd'hui, malgré la désacralisation que l'on connaît à l'échelle mondiale, eh bien quand même continue vraiment de façonner les mentalités et continue d'exister. Le Shinto, ça veut dire quoi? Le mot Shinto signifie la voix des dieux, la voix V-O-I-E, la voix des dieux. Shin, c'est Dieu, au singulier ou au pluriel, hein, des dieux, et To, ou Do, c'est la voix, V-O-I-E. Mais donc Shinto, la voix des dieux, ne dit pas dans quel sens. Hein, V-O-I-E, E-E, la voie, le chemin, hein, le chemin. Et donc ce chemin, il peut être compris dans les deux sens, c'est-à-dire la voie qui mène des dieux vers l'homme, mais aussi la voie que peut emprunter l'humain pour remonter hein, aux dieux. Et le mot Shinto, même si c'est une mentalité extrêmement archaïque, n'apparaît qu'au 5e siècle. Pourquoi à partir de ce moment-là? Eh bien parce qu'il y a un autre mode de pensée qui est la pensée, la philosophie, la religion bouddhiste, qui commence à parvenir au Japon, hein, en étant passé par la Chine, hein, de l'Inde à la Chine au Japon. Et il y a, par rapport à cette influence naissante du bouddhisme, il y a besoin de formaliser, hein, de formuler, de donner un nom à cet ensemble des croyances ancestrales. Et c'est à ce moment-là qu'on va l'appeler donc Shinto, hein, donc qui va donner le terme shintoïsme, hein, ou shintoïste. Mais c'est donc l'ensemble des pratiques culturelles ancestrales et qui demeurent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est caractéristique de ce Shinto? Eh bien, c'est qu'on y vénère d'innombrables kami. Qu'est-ce que c'est que les kami? C'est les innombrables formes multiples, extrêmement diverses, de la manifestation, c'est-à-dire du vivant, du réel. Les kami, les multiples aspects de la nature, hein, du monde. Et c'est très difficile de définir vraiment un kami, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Hein, dans la pensée, dans la langue occidentale, il n'y a pas l'équivalent hein, de kami, puisque est kami tout ce qui est digne de vénération, tout ce qui est digne de respect, hein, de vénération,
Tout cela est kami. Donc beaucoup de choses peuvent être des kami. Bien sûr, les premiers grands kami, c'est Izanagi, Izanami, hein, le couple primordial, la déesse Amaterasu, déesse du soleil, mais tous les éléments de la nature, une montagne, une chute d'eau, un lac, un oiseau, enfin, une pierre, tout cela est kami, parce que est digne de respect et de vénération. Un homme aussi peut être kami. Et le Japon va être à l'origine de cette tradition, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, des trésors vivants. C'est-à-dire ces hommes qui transmettent une tradition. Je pense aux sumotori, hein, ceux qui pratiquent le sumo, mais vous avez dans les arts martiaux aussi beaucoup de très vieux maîtres qui ont 75 ans, 80, 90 ans, et qui continuent à pratiquer et surtout à transmettre leur art, hein, leur art martial. J'en ai vu côtoyer notamment dans l'art du kyudo, hein, qui est l'art du tir à l'arc. Et ces trésors vivants sont très impressionnants de par leur sagesse, hein, leur savoir-être, leur savoir-faire, et aussi leur immense humilité, puisque même à 80 ans et plus, ils continuent d'apprendre, à se faire corriger, ce qui est rare. Et ce qui est en tout cas assez rare dans notre tradition occidentale. Donc, tout ce qui exprime la vie est digne de vénération, digne de respect et peut être donc appelé kami. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, ou on lit souvent, que le Shinto est une religion animiste, hein, dans le sens où tout est vivant, tout est animé, il y a une myriade d'éléments qui peuvent servir de support aux croyances, aux offrandes, etc. Alors, c'est vrai et faux en même temps. C'est vrai dans le sens où, pour un Japonais, toute la nature est vivante. Il n'y a pas un seul élément de l'univers qui soit mort, hein, qui ne soit pas habité de cette puissance et de cette force de vie. Et c'est pour ça que tous ces kami qui nous entourent sont dignes de vénération, mais en même temps, il ne faut pas quand même négliger le fait qu'il existe une armature métaphysique dans le Shinto, qui est souvent peu connue, auquel peu de gens s'intéressent, mais une structure métaphysique qui empêche le fait de dire que c'est simplement une religion ou une pensée animiste. Il y a une métaphysique puisque le couple créateur Izanagi-Izanami n'intervient dans l'ordre de la création qu'à la 8e place. Quand on parle de couple primordial, il y a 7 strates, 7 plans de dieux qui les ont précédés. Et ces 7 plans ou 7 strates nous font remonter jusqu'au créateur absolu, jusqu'au maître du centre du ciel, ainsi qu'il est appelé, le maître du centre du ciel, verbe créateur de l'univers, et qui est une puissance unique, absolue et mystérieuse. Pour dire qu'il y a vraiment aussi cette notion d'unité dans la vision Shinto. Donc ce n'est pas la multitude ou le côté innombrable des kami, important, oui, c'est important, mais derrière cela, il y a cette notion d'unité et d'une puissance unificatrice. C'est un dieu. Oui, c'est un dieu, oui, c'est une puissance divine. Et ces 7 premiers stades de la création et leur étude forment d'ailleurs ce qu'on appelle le Koshinto, c'est-à-dire le Shinto ancien, le Shinto archaïque, auquel s'intéressent un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de savants, mais pas évidemment la majorité des Japonais. Pour la majorité des Japonais,
ce qui est essentiel, c'est ce que l'on peut percevoir, ce que l'on peut pressentir directement. Donc, ce n'est pas une métaphysique abstraite, c'est ce qui est, c'est le deuxième concept auquel j'arrive, qui est celui de l'ici et maintenant. Ici et maintenant. Ce que l'on peut sentir, ressentir dans l'instant même. Dans cet instant même qui est donc tout sauf permanent, qui est éphémère lui aussi. Et ça, c'est un trait fondamental pour comprendre le Japon. Alors vous voyez, là on commence à rentrer dans les paradoxes. Il y a une continuité, ça c'est une évidence, c'est incontournable, mais il y a aussi cet instant. Cet instant fugace dont il faut profiter. Si l'esprit occidental est souvent dualiste, l'esprit japonais, lui, ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas opposer justement l'unité et le multiple. Et par exemple, il ne va pas opposer le fond et la forme. Pour lui, c'est une seule et même chose. Vous savez, nous, on est habitués à dire, bon, voilà, quand on fait des dissertations, alors il y a le fond, il y a la forme. Bon. Pour eux, ça ne veut rien dire. Le fond et la forme sont une seule et même chose. Un tout petit exemple, un peu anecdotique, mais il y a au Japon l'art du paquet, l'art de l'emballage, qui est un art à part entière. Il y a ce qu'on va offrir, mais il y a ce qui est tout aussi important, la manière et la forme qu'on va donner au paquet. Et vous avez des papiers d'emballage qui ne sont pas forcément somptueux, qui peuvent être extrêmement sobres, du papier craft, des choses extrêmement dépouillées, mais auxquelles on va accorder dans le pliage, dans la présentation, une attention qui pour nous semble démesurée ou superflue ou dérisoire. Le détail, le sens du détail qui va avec cette importance accordée à la forme. Et parce que fond-forme ne font qu'un. C'est, on peut dire au niveau philosophique ou religieux, par rapport à notre principe de transcendance, le principe contraire, celui qu'on appelle l'immanence. L'immanence, tout est là, à disposition, tout est accessible. Ces kami ne sont pas des dieux transcendants, inaccessibles, ils sont là, et il faut surtout chercher à se les concilier, à établir un dialogue avec eux. Donc au lieu d'insister sur l'opposition entre une nature humaine et une nature divine plus ou moins inaccessible, l'accent est mis chez eux sur la relation, qui est évidemment une relation à entretenir tout le temps, une relation entre l'homme et le divin ou l'homme et le sacré. Il n'y a pas d'aspiration ou d'ascension spirituelle au sens propre du terme, mais une adéquation de l'homme au divin et du divin à l'homme. Ils sont imbriqués, c'est ça le concept d'immanence, divin, homme, humain, nature, tout ça est imbriqué. C'est pourquoi donc le Shinto va vénérer d'innombrables kami et va leur offrir un culte d'une extrême simplicité. Simplicité, un autre mot important, simplicité extrême, des temples qui sont le plus souvent nus et dépouillés. Ce qui ne va pas empêcher le faste de certaines cérémonies, mais le temple en lui-même et les cérémonies journalières, on va dire, au temple, sont extrêmement sobres, extrêmement simples. On n'y trouve que du bois, et souvent dans sa forme la plus brute, avec l'écorce. On y trouve du papier, vous savez, ces fameuses cloisons
japonaises qui sont très caractéristiques de la mentalité japonaise. Transparence, lumière, simplicité, plasticité aussi, puisque ça permet de transformer l'espace, j'y reviendrai largement tout à l'heure, et la pierre, bien sûr. Hein, donc bois, papier, pierre, donc des matériaux nobles, mais présentés de manière simple. Et cette simplicité va se retrouver dans l'enseignement religieux, qui est à l'opposé de tout dogme compliqué, ou complexe. Donc la philosophie du Shinto s'exprime à travers un livre, il y a un texte qu'on appelle le Kojiki, K-O-J-I-K-I, Kojiki, Kojiki, K-O-J-I-K-I, qui va insister sur la reconnaissance de l'harmonie de l'univers. L'harmonie de l'univers